Bonjour tout le monde, je m'appelle Jacques Brisson, je suis le président de la Société québécoise de phytotechnologie et au nom de mes collègues du conseil d'administration, je vous souhaite la bienvenue à notre série de webinaires en phytotechnologie. Notre conférencier aujourd'hui est Maxime Tisserand et il va nous parler de la végétalisation des berges et des bandes riveraines. C'est déjà aujourd'hui notre 8e webinaire gratuit et jusqu'à maintenant, on en a eu sur de nombreux sujets en phytotechnologie. On a eu un webinaire sur les façades végétalisées, sur les haies brise-vent, les jardins de pluie, les mycorhizes, les phytotechnologies et plusieurs autres. Si vous n'avez pas pu y assister ou vous en avez manqué un qui vous intéressait là, particulièrement, eh bien, ce n'est pas grave parce que nos webinaires sont enregistrés et vous pouvez les visionner à partir de notre site web qui est www.phytotechno.com. Mais ce service est offert qu'aux membres de la SQP seulement. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu la Société québécoise de phytotechnologie, je vous invite d'ailleurs à venir visiter notre site web et vous allez trouver là, des ressources intéressantes là, sur la phytotechnologie ainsi que des informations sur les activités de notre société. Parlant d'activités de la SQP, le prochain événement sera notre célèbre colloque annuel qui va être le 6 mai prochain et qui sera, COVID oblige, entièrement virtuel. Mais comme à nos colloques habituels, il va y avoir une série de conférences de haute qualité, incluant notre conférence Keynote cette année qui va porter sur l'implantation des infrastructures vertes à la ville de Vancouver. Il va y avoir des présentations éclairs de projets de recherche par des étudiants. Il va y avoir des nouvelles phytotechnologies. Il va y avoir notre assemblée annuelle. Il va même y avoir aussi une activité de réseautage virtuel là, très originale. Là. Vous aurez vraiment l'impression d'être comme dans une salle. Vous pourrez vous promener d'un groupe à l'autre pour discuter à votre guise avec d'autres participants. Lors de notre colloque, il va y aussi avoir la remise de nos distinctions, soit le prix d'excellence 2021 pour un projet en phytotechnologie et 2 prix pour des étudiants, soit un sur les présentations éclairs et la remise de la bourse SQP 2021 pour un projet de recherche en phytotechnologie. En passant, pour ceux qui voudraient soumettre leur candidature à une de ces distinctions, la date limite a été prolongée jusqu'au 31 mars. Donc, les informations là-dessus sont sur le site web. Alors, le 6 mai prochain, 13h à 19h, mettez ça dans votre agenda. Le coût pour assister au colloque est très abordable, à 40 $ avec un rabais de 10 $ pour les étudiants. L'inscription n'est pas encore commencée, mais ça va venir bientôt. Cependant, le colloque est réservé aux membres de la SQP. Alors, ne manquez pas d'adhérer à notre société pour un coût qui est aussi très abordable. D'ailleurs, si la SQP peut offrir de nombreux services là, à des coûts très raisonnables, puis remplir sa mission là, de promouvoir les phytotechnologies, c'est grâce au généreux soutien de nos commanditaires et l'organisation de webinaires gratuits, comme celui qu'on va avoir aujourd'hui, ne serait pas possible sans le support exceptionnel de notre partenaire officiel, Ramea Phytotechnologies, et de nos partenaires permanents, Rousseau-Lefebvre et Membrane Hydrotech. Nous leur en sommes évidemment grandement reconnaissants. Venons-en maintenant à notre webinaire d'aujourd'hui. Le Québec est un pays de lacs et de rivières, alors le sujet phytotechnologique d'aujourd'hui est particulièrement important, c'est la végétalisation des berges, et c'est Maxime Tisserand qui va nous en parler. Alors, Maxime est biologiste, il est spécialiste en écologie végétale chez GREB, qui est une firme de services conseil en écologie et en environnement. Maxime a fait toute sa formation, son bac, son master et son doctorat par des programmes conjoints ou collaborations Québec-France. Évidemment, il y a aussi une formation très multidisciplinaire, incluant l'étude de la sélection sexuelle chez le moineau, et il est l'auteur d'un mémoire en biologie moléculaire sur la mise au point d'une technique d'ADN environnemental en rivière. Mais son doctorat en biologie végétale, réalisé à l'Université de Laval en collaboration avec l'INRA de Grenoble, a porté sur la contribution des ouvrages de stabilisation des berges à la biodiversité végétale riveraine. Pendant son doctorat, il a inventorié la végétation d'une centaine de berges stabilisées dans le sud du Québec. Donc, Maxime nous partage aujourd'hui l'expérience qu'il a acquise lors de son doctorat sur l'intégration de végétaux pour protéger les berges contre l'érosion et restaurer la végétation riveraine.
Avant de lui céder la parole, je veux juste vous informer qu'à la fin de la présentation, il va y avoir une courte période où Maxime pourra répondre à certaines de vos questions. Contrairement à ce qui est dit dans la diapo d'entrée, ne levez pas votre main inutilement. Plutôt, écrivez votre question en sélectionnant l'option Q&R, questions et réponses, en bas de la fenêtre principale. Moi, à la fin de la présentation, je vais choisir certaines des questions et les transmettre à Maxime. Alors, Maxime, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et la parole est à toi. Merci beaucoup, Jacques. Merci à ceux qui nous écoutent. Merci à la SQP aussi pour l'invitation. En fait, je suis reconnaissant à la SQP pour plusieurs choses. Et en fait, c'est lors d'un colloque en 2013 que mon projet est né par la rencontre de ma directrice et de mon co-directeur. Donc, je suis reconnaissant à la SQP pour ça. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. OK, je crois que ça marche. Bon, donc le webinaire d'aujourd'hui va porter sur un type particulier de phytotechnologie qui est spécialement dédié à la stabilisation des berges et puis à la végétalisation des berges également. Alors, ça comprend et ça va conjuguer des notions qui vont être issues du domaine de l'ingénierie et du domaine de l'écologie. Et en fait, c'est ce qui a donné le nom un peu officiel de ces techniques qu'on appelle le génie végétal. Alors, sans plus tarder, je rentre directement dans le vif du sujet avec une petite mise en garde, si je puis dire. Il faut savoir que le terme génie végétal n'est pas forcément, fait pas l'unanimité, puisque si on regarde la loi sur les ingénieurs, notamment l'article 26, il restreint l'utilisation du terme génie, ingénieur, etc., à des actes qui vont être réalisés par des membres de l'ordre. Alors, voilà, ce n'est pas forcément un terme qui fait l'unanimité. Alors, on pourrait parler de phytotechnologie pour la stabilisation de berges. Seulement, si on regarde aussi le cadre normatif régissant les glissements de terrain dans les dépôts meubles, on s'aperçoit qu'en fait, le terme stabilisation et stabilité est uniquement lié au rééquilibrage des forces gravitaires, c'est-à-dire au rééquilibrage des forces entre le pied et le haut de berge. C'est ce qu'on appelle la stabilisation géotechnique. Donc, c'est aussi un terme qui peut faire débat. Alors, on pourrait aussi parler de phytotechnologie pour le contrôle de l'érosion. C'est un peu long, ou stabilisation végétalisée. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la présentation pourquoi ce n'est pas forcément adapté à mon avis. Alors bon, pour le reste de la présentation, je vous propose que j'utilise le terme génie végétal pour décrire des techniques qui sont issues d'une discipline qu'on appelle le génie végétal. Et puis, je vais utiliser le terme stabilisation pour décrire la stabilisation hydraulique, c'est-à-dire la protection du pied de berge contre l'érosion. Il y a un proverbe latin qui dit « le cordonnier doit s'arrêter au rebord de la sandale ». Donc, je suis écologiste végétal et je vais vous partager mon expérience en tant que telle. Alors, d'abord, quelques définitions. Si on tape génie végétal dans Termium, on s'aperçoit qu'il est défini comme l'utilisation de plantes ou de parties de celles-ci pour résoudre des problèmes de l'ingénieur dans les domaines mécaniques, de la protection contre l'érosion, de la stabilisation et de la régénération des sols. En fait, cette définition est issue de l'ouvrage de Bernard Lachat de 1994, qui est une référence en la matière, qui définit un petit peu les techniques de génie végétal. Dans le grand dictionnaire de l'OQLF, on peut voir qu'ils ajoutent certaines notions, comme par exemple, ils font la distinction entre berge et rive, et puis ils parlent également de l'épuration des eaux. Alors ça, c'est intéressant. Et puis finalement, si on regarde le guide de l'ingénierie de l'USDA aux États-Unis, on peut voir qu'ils ajoutent aussi que c'est une approche qui va incorporer du matériel ligneux, vivant et non vivant. Alors ça, c'est aussi intéressant à prendre en compte. Alors, il faut savoir que le génie végétal, ou du moins l'utilisation de végétaux dans la stabilisation de berges, ne date pas d'aujourd'hui, puisque déjà au XVIe siècle, Léonard de Vinci avait observé que les racines des saules permettaient de maintenir les talus en place. Et puis, il avait même observé qu'en coupant chaque année les individus, les saules, on obtenait
une berge plus touffue, plus dense, et puis une meilleure stabilité des berges. Et puis, en fait, on peut même remonter encore plus loin, puisque en l'an 2000, avant notre ère, on retrouve des traces de stabilisation avec l'utilisation de végétaux. Et puis, je porte votre attention surtout sur la fin du 19e siècle, avec des grands programmes de stabilisation et de reforestation dans les milieux périalpins, dans les pays périalpins, donc dans les milieux montagnards, où en fait les pays s'étaient aperçus qu'avec la déforestation et le pâturage intensif, on avait une disparition quasi totale de la végétation ligneuse dans ces milieux, avec des problèmes d'érosion, du charriage torrentiel, des glissements de terrain, des grandes inondations dans tous les pays autour des Alpes. Et en fait, c'est pour ça que les gouvernements autrichiens, allemands, suisses, italiens et français sont dotés de grandes politiques de reforestation. Et il faut savoir que, par exemple, en France, dans le sud des Alpes françaises, entre 1867 et 1917, il y a 92 000 ouvrages avec des techniques végétales qui ont été construits et 760 km linéaires de rivières qui ont été stabilisées. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'en général, les techniques de génie végétal modernes sont issues un petit peu de ces pays qui ont acquis une expertise à ce moment-là. Et puis après, bon, avec l'âge d'or du béton de ciment, on a un petit peu, il y a eu un certain oubli de ces techniques végétales qui sont réapparues dans les années 1970. Et notamment au Canada, on a de grands travaux de stabilisation des berges qui ont été réalisés en Alberta. L'Alberta a acquis une très grande expertise en la matière, notamment pour la restauration de sites miniers. Alors, donc on voit bien qu'en fait, historiquement, les techniques de stabilisation végétale, elles étaient faites pour stabiliser les berges en imitant le comportement des modèles naturels, des berges qui sont non dégradées. Et puis maintenant, par contre, ça va plutôt être d'assurer un compromis entre les fonctions de protection contre l'érosion, les fonctions écologiques et également les fonctions récréatives. Alors, les techniques végétales pour la stabilisation de berges, c'est basé sur une approche vraiment interdisciplinaire, où on va faire appel à des concepts des sciences biologiques, notamment d'écologie végétale et de physiologie végétale, des concepts qui vont être issus des sciences de l'eau, notamment l'hydrogéomorphologie, certaines notions du domaine de l'ingénierie, notamment, c'est ça, le positionnement et le dimensionnement des techniques sur la berge, le dimensionnement des ouvrages aussi, très important, et puis également voilà, des sciences du sol, les lois et règlements qui vont être relatifs à l'aménagement en milieu riverain, et puis finalement, les sciences sociales, notamment l'acceptabilité sociale de ces techniques de berge. Alors, rapidement, je vais essayer de vous isoler quelques moyens par lesquels les végétaux permettent de stabiliser les berges. Alors, il y a d'abord la stabilisation des couches profondes de sol avec les racines des espèces ligneuses. On a également la cohésion des couches superficielles du sol. Ici, vous avez le dessin du réseau racinaire de Festuca rubra, la fétuque rouge, qui se déplace par rhizome. Le troisième effet qui est très important, c'est l'effet peigne, où en fait l'entrelacement des branches sur le bord des cours d'eau va permettre de ralentir en fait la vitesse de l'eau et puis de diminuer l'érosion du sol des berges. Et puis finalement, l'effet tapis, alors là, je n'avais pas de photo, donc je vous ai mis une sérigraphie de la fable du chêne et du roseau, simplement pour exprimer l'idée qu'en fait, l'effet tapis, c'est simplement le fait que les espèces végétales herbacées qui ont un port souple vont se coucher sur la berge lors du passage de l'eau et puis limiter justement la perte de sol dans ces milieux. Alors, il y a aussi quelques éléments qu'il faut comprendre au niveau des processus érosifs. Alors, on a d'abord, bien sûr, l'érosion par le cours d'eau, notamment le courant naturel, les crues, les étiages,
les vagues qui sont créées de manière naturelle ou par le bâtillage, donc par le passage des bateaux, et puis également certaines interventions humaines qui pourraient déstructurer la berge. On a également des phénomènes d'infiltration, de pénétration de l'eau dans les sols de berge. Et puis finalement, il ne faut pas le négliger, la végétation ligneuse qui participe à faire perdre du sol de la berge. C'est ce qu'on appelle l'effet levier, où en fait, quand on a des grandes espèces ligneuses, des grands arbres en bord de cours d'eau, si le sol s'érode en dessous des racines, on va avoir l'arbre qui va tomber dans le cours d'eau et puis qui va entraîner avec lui une partie du sol. Alors, c'est ça, le génie végétal, c'est basé donc sur des concepts pour la stabilisation des sols, mais également, ça c'est aussi basé sur l'imitation des modèles naturels. Et pour ça, ça fait un peu appel à des principes issus de la restauration écologique. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, c'est défini par la Society for Ecological Restoration comme l'action intentionnelle qui va initier ou accélérer l'autoréparation d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit. Voilà. Et selon moi, la restauration écologique en rivière, c'est basé sur deux principes majeurs. Le premier que j'ai appelé Let it flow, où en fait, il faut essayer de respecter ou de minimiser l'impact de la gestion de cours d'eau en prenant en compte la dynamique naturelle de la rivière. Et puis, le deuxième principe majeur, c'est ce qu'on appelle la Field of Dream Hypothesis, où en fait, c'est tiré du film du même nom avec cette citation « If you build it, they will come », où en fait, en recréant les conditions abiotiques favorables sur une berge qui a été dégradée, notamment en copiant ce qui se passe au niveau des milieux naturels, que ce soit la composition en espèces ou les facteurs stationnaires, les textures de sol, les régimes hydrologiques, etc. Eh bien, les espèces typiques de ce milieu vont recoloniser spontanément l'ouvrage qu'on a restauré. Alors, par exemple, en hydrogéomorphologie, c'est important de considérer le style pluvial. Rapidement, là, j'ai regardé un peu sur Google Earth. J'ai regardé, par exemple, on a ici la rivière Yamaska sud-est avec un style à méandre. Ici, on a la rivière Assomption en aval de Joliette, où là, on voit que voilà, l'humain a bien eu du mal à contenir la rivière dans son lit. On voit tous les bras morts. Ici, on a la rivière du Chêne, qui a un style plutôt divagant, qu'on appelle, de style semi-alluvial. Et puis ici, on a par exemple la rivière des Haras, au Saguenay, qui va être plutôt un style linéaire avec une alternance seuil ou cascade et mouille. Voilà, tout ça m'amène en fait, une fois qu'on a pris en compte ces différents facteurs, à considérer quelle intervention on va faire en milieu riverain. Alors d'abord, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut réellement intervenir pour stabiliser et revégétaliser la berge, en prenant en compte justement la dynamique naturelle du cours d'eau, et puis voir quels sont les impacts d'une non-intervention. Une deuxième chose à prendre en compte, selon moi, c'est regarder si, en gérant de manière ciblée la végétation existante, on pourrait pallier au problème de dégradation de la berge. Et puis simplement la revégétaliser avec les espèces qu'on a déjà sous la main. Finalement, on regarde un petit peu si les techniques végétales pourraient permettre une stabilisation de la berge. Et puis, finalement, regarder si on peut incorporer des techniques mixtes, donc des matériaux minéraux. Et puis, s'il y a besoin, on peut appliquer également, je ne dirais pas en dernier recours, mais assez loin dans la chaîne de décision, on pourrait incorporer une technique de génie civil, donc un enrochement sur la berge. Ce qui m'amène à vous parler des techniques de stabilisation de berge. Donc, il faut savoir qu'elles sont principalement, pour ce qui est des techniques végétales, basées sur des matériaux vivants, notamment les boutures, les pieux, les plants et les semences. Donc, il ne faut pas négliger aucun de ces matériels qui sont très importants, de ces matériaux par contre. Et puis, pour choisir les espèces qu'on va implanter sur la berge, c'est important de prendre en compte leurs traits, donc un petit peu leurs caractéristiques morpho-physio et phénologiques. Par exemple, quand on va implanter de la végétation en berge,
on va prendre en compte les capacités de régénération, on va prendre en compte la vitesse de croissance aussi. On cherche à avoir des espèces qui ont une croissance élevée, tant pour les parties racinaires qu'aériennes. On va chercher à avoir un rapport de biomasse en faveur des racines, évidemment, un pore multitige, et puis voilà, des parties souterraines qui vont aller profondément pour stabiliser les couches de sol. Et donc, en fait, en résumé, on cherche des espèces pionnières qui vont avoir de fortes capacités de bouturage et puis une affinité pour les milieux humides. Alors, vous avez sûrement deviné de quel type d'espèce je parle. L'espèce chouchou des techniques végétales, ou du moins, on va plutôt parler de la famille en général, ça serait les salicacées, avec les genres Salix et Populus. Voilà, au Québec, j'ai isolé environ 25 espèces de saules arbustifs indigènes qui sont associés de manière facultative ou obligée avec les milieux humides. Donc, ça fait beaucoup de candidats à utiliser dans les techniques végétales de stabilisation. Voilà, les 3 espèces les plus utilisées en général, c'est le Salix interior, Salix seriocéphala, le saule à tête laineuse, et puis on peut aussi utiliser Salix discolore, qu'on voit régulièrement. Mais en fait, il y en a beaucoup plus qui peuvent être utilisés selon moi. Alors, leur caractéristique principale qui en font des bons candidats, c'est qu'ils ont des petites graines, ils ont une faible longévité, ils ont une croissance très rapide. On peut observer une croissance de 1 mètre par année, dans les premières années du moins. Ils tolèrent l'anoxie du sol, et puis ils ont une forte capacité de reproduction végétative par drageons, notamment. Je vous parle rapidement d'une étude expérimentale auquel j'ai participé, où on a justement comparé ces 3 espèces les plus utilisées dans le génie végétal, et puis on les a exposées à différentes conditions de régime hydrologique, donc des conditions normales, optimales, des conditions d'étiage, et puis des conditions de crue. Et puis ce qu'on a pu voir, c'est que le saule à tête laineuse, Salix seriocéphala, c'était celui qui produisait la plus grande biomasse aérienne et souterraine, peu importe les conditions. Donc, c'est une espèce qui est vraiment le meilleur candidat pour les techniques végétales en berge. Et puis, ce qu'on a pu aussi observer, c'est que le saule de l'intérieur, Salix intérieur, c'était celui qui présentait les meilleures performances en conditions de crue simulée. Donc, c'est une espèce qui serait plus adapté au pied de berge, par exemple. Alors, il ne faut pas négliger non plus l'utilisation des matériaux inertes, donc non vivants, notamment les géotextiles qui peuvent être faits de fibres de coco ou de fibres de jute, et qui ont un triple avantage. C'est que, premièrement, ils vont protéger la berge contre l'érosion le temps que les végétaux se développent, en retenant aussi les graines s'il y a eu un ensemencement. Ils vont créer un microclimat, et puis en se dégradant, ils vont faire un apport nutritif sur la berge. Et puis voilà, les agrafes de fixation en fer à béton courbé qui sont très utilisées pour fixer justement les techniques, notamment le géotextile à la berge, la terre végétale, et puis évidemment la roche, on l'aime quand même. Alors, les techniques de génie végétal ou de stabilisation, les techniques végétales de stabilisation de berge dont je vais vous parler aujourd'hui, ça sera des techniques linéaires qu'on va appliquer en pied de berge, et puis des techniques surfaciques qu'on va appliquer sur le reste du talus. Alors la première technique, c'est ce qu'on appelle le boudin d'élophyte, où en fait, ça va être un boudin de coco avec à l'intérieur de la terre végétale, principalement ensemencée. On peut aussi la mettre non ensemencée et puis juste compter sur la recolonisation spontanée, mais généralement, c'est recommandé de l'ensemencer avec des espèces élophytes, donc des espèces telles que les joncs, les cirpes, les carex, etc. La deuxième technique que j'aime beaucoup, qu'on appelle le tressage, ça va consister à tresser ensemble des longues boutures de saule qu'on va fixer sur la berge avec des pieux. J'apporte une petite précision sur les pieux, puisque en fait, on peut même utiliser des pieux vivants. Donc, les pieux eux-mêmes, qu'on a battus mécaniquement dans le sol de la berge, vont pouvoir reprendre avec l'ouvrage. Alors, le gros avantage de cette technique, c'est qu'elle permet une protection directe
de la berge contre l'érosion. Il n'y a pas besoin d'attendre que les végétaux se développent. Et puis également, lors des crues, on va avoir un trapage des sédiments de l'autre côté du tressage qui va permettre de créer un milieu favorable pour la recolonisation. La troisième technique, qui est l'une des plus utilisées au Québec, c'est la fascine de saule, où ça va être des longs fagots de boutures de saule enroulés ensemble, accrochés, et puis fixés avec 2 pieux en pied de berge. On a sur la photo du milieu un exemple sur le ruisseau du Marais en Estrie, où on avait carrément en fait retracé le lit du cours d'eau, et puis on avait restauré les berges avec des fascines. Un très bel exemple d'ouvrage. Une troisième technique de pied de berge qui est peu utilisée, mais je vous en parle parce que je la trouve quand même intéressante, ça s'appelle le peigne, où en fait on va disposer dans une partie de la berge qui a été vraiment dégradée, on va disposer un ensemble assez épais de branches vivantes et mortes qu'on va fixer avec des fils de fer et puis des pieux. Et puis dans le fond, avec le passage des crues, il va y avoir un colmatage de ce peigne, justement avec l'effet peigne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis finalement, ça va venir combler la zone dégradée, dénudée dans la berge. Et puis pour ce qui est des techniques surfaciques, la première dont je vais vous parler, c'est l'ensemencement et puis les plantations qui, quand elles sont réalisées en respectant un peu certains principes, peuvent donner de très très bons résultats. On a ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais on a ici un exemple sur la rivière de l'Ormière. Là, c'était un enrochement avec un ensemencement et on voit que ça a super bien repris. On a des peupliers qui se sont réétablis, une super diversité. Ici, un petit plan de saule en haute berge. Les plans d'ailleurs qui peuvent être faits directement à partir de boutures ou de plans multicellules. Ça, c'est la technique surfacique qui est aussi, d'après moi, la plus utilisée au Québec. C'est ce qu'on appelle les couches de branches à rejet, où en fait, on va disposer des boutures vivantes perpendiculairement à la berge. Et puis, on va venir la recouvrir de terre végétale. On va protéger le pied de berge, bien évidemment, pour pas qu'il y ait un affouillement, une érosion du pied de berge, le temps que les végétaux reprennent. Et puis, ça donne de très bons résultats. Vous avez ici un exemple. Une technique qui est un petit peu moins utilisée. Excusez-moi. Voilà, désolé. Une technique qui est aussi très utilisée, qui est peu utilisée au Québec, mais qui donne de très bons résultats, c'est ce qu'on appelle les matelas de branches, où c'est un peu comme les couches de branches à rejet, sauf qu'on ne va pas disposer de terre végétale par-dessus les branches. Alors, on va disposer des branches vivantes et mortes qu'on va recouvrir d'un géotextile. Et puis, un peu comme la technique du peigne, on va laisser le cours d'eau remplir l'ouvrage de sédiments qui va permettre la reprise des boutures vivantes. Ici, on voit un exemple sur la rivière Bécancour avec un boudin d'élophyte disposé en pied de berge. Une technique aussi qui n'est pas très utilisée, qu'on appelle les lits de plan et plançon, où là, ça va être une alternance en escalier de boutures et de couches de sol entourées d'un géotextile. Et puis finalement, une technique qu'on peut appeler du génie mixte puisqu'on a des matériaux non vivants, c'est ce qu'on appelle les caissons végétalisés, où là, on va construire une armature en rondins de bois avec des moises et des longrines. Donc, c'est les différentes parties du caisson qu'on va disposer perpendiculairement ou parallèles au cours d'eau. Et puis, on va pouvoir insérer des boutures ou un enrochement, du moins de la roche en pied de berge, avec ici une reprise après quelques années. Alors, toutes ces techniques dont je vous ai parlé, elles peuvent être assemblées pour protéger l'ensemble du talus de la berge.
que ce soit le pied de berge ou le reste du talus jusqu'au replat. Voici quelques exemples de combinaisons qui peuvent être réalisées. Je vous parle très rapidement de la résistance des ouvrages de techniques végétales en comparaison avec les ouvrages de génie civil comme les enrochements. Il y a quelques études qui ont été réalisées, notamment sur, en fait, pour vous expliquer rapidement, la résistance mécanique, en fait, c'est la résistance d'un ouvrage en ce qui a trait à la force tractrice. Alors, la force tractrice, c'est la force qui va être appliquée par l'eau sur le fond du lit et puis sur les bords du lit. Et puis, donc, la résistance mécanique, c'est donc cette résistance à la force tractrice. Et ce qu'on peut voir, et ce qui est très intéressant, c'est que les fascines et également, ils ont comparé dans ces études des individus de saule, donc pas disposés dans des techniques, simplement une berge de saule. On peut voir que si à la construction de l'ouvrage, la résistance mécanique est assez faible et en fait très en deçà de ce qu'on peut rencontrer avec un enrochement classique, puisqu'on voit ici la résistance d'un enrochement. Par contre, on peut voir qu'après 3 ou 4 ans après la construction d'un ouvrage, on a une résistance qui est comparable, voire supérieure, entre les techniques végétales et puis les enrochements. Et puis, ce qu'on peut voir également, c'est que en végétalisant les ouvrages de génie civil, donc les enrochements, on augmente considérablement leur résistance mécanique. Alors là, la végétalisation des enrochements, dans ce cas-là, je crois qu'elle avait été réalisée avec l'insertion de pieux vivants à l'intérieur des roches. Donc, c'est sûr que c'est une technique qui demande un certain savoir-faire. Quelques mots sur l'entretien des techniques végétales pour la stabilisation et la revégétalisation des berges. Alors d'abord, en fait, il faut savoir que c'est les 2-3 premières années qui sont critiques. Et il faut vraiment, prêter attention à la reprise de l'ouvrage durant ces quelques premières années. Il faut faire attention, par exemple, à la sécheresse. Si on a des épisodes de sécheresse, il faut peut-être aller arroser l'ouvrage. Il faut s'assurer que les végétaux ont repris sur toute la largeur et sur toute la longueur de l'ouvrage. Et puis, s'il y a des trous, eh bien, il faut peut-être aller remplacer certaines parties. Et puis également, il faut adopter une gestion réfléchie et adaptée à chaque type de végétation. Par exemple, pour la végétation herbacée, peut-être qu'aux 2-3 ans, il faut aller faucher. Et puis pour la végétation ligneuse, par exemple les saules, si on veut maintenir une efficacité de stabilisation maximale, il est conseillé de recéper les saules, donc de les tailler court à chaque année, du moins pendant les premières années. Alors, pour la deuxième partie de cette présentation sur les techniques végétales, je vous propose de faire un petit état des lieux des techniques que j'ai pu visiter au Québec et puis les interpréter un petit peu selon ce que j'ai pu en observer. Alors ici, on a l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure sur la rivière Bécancour, où on a utilisé un matelas de branches et puis un boudin d'élophyte. Alors, ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est que même si le lit du cours d'eau est naturellement enroché, le concepteur de l'ouvrage de stabilisation a décidé de ne pas utiliser de matière minérale dans son ouvrage, et donc il a uniquement utilisé des techniques végétales. Donc, c'est la preuve que même lorsqu'on a un lit enroché, on peut utiliser des techniques végétales jusqu'au pied de berge. Ici, c'est un exemple sur le ruisseau c'est écrit sur le ruisseau Quilliam en Estrie, où on avait utilisé un tressage en pied de berge et puis des matelas de branches ou des fascines selon les ouvrages. En fait, ce cas est assez particulier puisqu'il s'agissait de la restauration, de la renaturalisation d'un cours d'eau agricole sur plusieurs centaines de mètres. C'est un très très bon exemple. Et puis, ce qui avait été fait, c'était des inventaires de poissons avant la renaturalisation et après la restauration du cours d'eau. Et puis, les personnes qui avaient fait les inventaires piscicoles avaient observé le retour
de 5 espèces de poissons qui n'avaient pas été inventoriées avant la restauration du cours d'eau. Donc, c'est un exemple que la renaturalisation des berges ne profite pas seulement au compartiment végétal. Ça, c'est un exemple sur la rivière Richelieu, également uniquement végétal, avec un tressage et puis un matelas de branches. Ce que je trouve intéressant dans cet ouvrage-là, c'est que souvent, on entend dire que dans les rivières où il y a du bâtillage, donc où il y a de la circulation de bateaux, c'est difficile de mettre en place des techniques végétales pour stabiliser et revégétaliser les berges. Alors là, on a un bon exemple qu'avec les bonnes techniques disposées au bon endroit, eh ben, on arrive à des très bons résultats, même dans des rivières qui peuvent être difficiles dans lesquelles c'est difficile de concevoir des ouvrages de stabilisation. Ici, un exemple en milieu agricole, à Asbestos. Je ne me rappelle plus du nouveau nom de la ville, mais ici, on a un très bon exemple d'un ouvrage qui a très bien repris, où il y a eu une utilisation d'un enrochement de pied de berge, mais qui est très bien dimensionné. Et puis, par contre, on peut voir l'un des effets un peu négatifs, si je puis dire, des techniques végétales, c'est ce qu'on appelle l'effet mur, où vraiment, en utilisant des végétaux de façon dense et de type monospécifique, donc il y a une seule espèce, eh ben, on va avoir quelque chose qui peut avoir des effets négatifs au niveau paysager, même si ça s'intègre quand même plutôt bien. Ici, un exemple sur la rivière Saint-François, qui est une rivière assez problématique en termes de dynamique des cours d'eau, parce qu'elle a une forte dynamique latérale, elle circule souvent en milieu argileux. On a un exemple au milieu avec un décrochement au bord d'une route. Et puis, ce que je trouve intéressant dans cette technique, donc là, je vous présente des couches de branches à rejet qui ont quand même 14 ans. On voit qu'il y a une certaine érosion. Les processus érosifs en pied de berge ont repris, mais ce n'est pas grave parce que la végétation ligneuse s'est développée. Et pour vous dire, là, c'est situé sur le territoire de Danak. Et en haute berge, on a quand même beaucoup de poids puisqu'on a une station d'épuration. Ici, un exemple en milieu urbain, donc la rivière du Berger à Québec. Ce que je voulais porter à votre attention là, c'est qu'on a simplement enroché le pied de berge, disposé des fascines de saule, et puis un ensemencement. Et en fait, on peut voir que l'ensemencement n'a pas tellement repris. C'est beaucoup de la recolonisation spontanée sur l'ouvrage. Et en fait, ça s'est fait à cause des crues qui avaient été très importantes dans les dernières années avant que j'aille sur l'ouvrage, et où en fait, le trapage des sédiments dans l'ouvrage, une rivière avec une forte charge sédimentaire a suffi à revégétaliser la berge toute seule. Donc ça, c'est intéressant de prendre en compte les dynamiques sédimentaires dans les milieux dans lesquels on intervient. Ici, on a un exemple d'un ouvrage de génie mixte d'une très grande longueur. Là, il y a peut-être 300-400 mètres qui sont aménagés, où on a disposé un enrochement jusqu'à la ligne des hautes eaux, et puis ensuite des fascines et des couches de branches à rejet. Avec du plurispécifique, là, on a 3-4 espèces de saules, donc ça casse un petit peu l'effet mur qu'on peut rencontrer. Et puis finalement, quelques enrochements. Ici, on a un enrochement typique sur le bord de la rivière Richelieu, avec un enrochement en tout venant sur toute la berge. Et puis, par-dessus l'enrochement, on va disposer un géotextile, en fait une poche de terre dans un géotextile qu'on va ensemencer avec un mélange de 4 espèces de graminées. Ici, l'exemple que je vous montrais plus tôt, qui est uniquement un enrochement avec de l'ensemencement, qui a 3 ans, donc il a le même âge que l'ouvrage que je viens de vous montrer. Ici, un ouvrage sur la rivière L'Acadie, donc en Montérégie, où on voit qu'ils avaient ici utilisé des matériaux, en fait, de la roche de plus petit calibre en pied de berge, et associé à une rivière avec une forte charge sédimentaire. On voit que c'est intéressant parce que tout le pied de berge s'est végétalisé naturellement, parce qu'en fait, en utilisant des pierres de plus petit calibre, eh bien, on va permettre de mieux trapper les sédiments
et puis également de trapper la banque de graines du cours d'eau. Ici, on a un enrochement de 15 ans sur la rivière Waro. On peut voir qu'il y a peu de recolonisation spontanée, et puis c'est beaucoup des espèces de milieux secs, comme les verges d'or. On a un petit orme de Sibérie également, qui est une espèce exotique. Et puis ici, voilà, sur la rivière Yamaska, aussi en Montérégie, donc où on peut voir que voilà, après 29 ans, ça ne bouge pas beaucoup. On a quelques espèces de brassicacées en pied de berge, donc des espèces associées au milieu agricole, et puis peu de recolonisation de l'ouvrage, même après une trentaine d'années. Alors là, je vais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu de ce que j'ai pu trouver pendant mon projet de recherche en ce qui a trait à la biodiversité des ouvrages de stabilisation. Donc, on sait qu'ils sont efficaces pour protéger durablement dans le cas de problèmes de sécurité publique. On sait également qu'ils restaurent la fonction de stabilisation des berges telle qu'elle est réalisée par les berges naturelles, par exemple. Mais qu'en est-il de la diversité végétale sur les ouvrages? Et d'abord, il faut savoir pourquoi est-ce que c'est important de conserver les milieux riverains. Ben, faut savoir que les milieux riverains, comme les oasis en milieu désertique, les étangs vernaux ou les bois morts dans les marécages, c'est ce qu'on appelle, ils sont caractéristiques de ce qu'on appelle l'effet Frodon. C'est-à-dire qu'ils ont une biodiversité qui est largement supérieure à leur superficie. Et puis que leurs effets dans le paysage vont se faire ressentir bien au-delà de leurs limites. Par exemple, pour ce qui est des milieux riverains, ben, ça sert de corridor biologique pour le transport d'espèces, par exemple. Et cette grande biodiversité, cette grande importance en termes de conservation des milieux riverains, elle est due à trois choses. C'est d'abord qu'on retrouve une grande variété d'habitats et de micro-habitats, qu'on a des régimes de perturbation variés qui vont permettre à tout un tas d'espèces ayant des préférences écologiques différentes de s'installer, et puis qu'on a le long des corridors fluviaux un transport d'espèces, de matière et d'énergie. Il faut savoir aussi que les milieux riverains réalisent de très nombreuses fonctions écologiques, notamment, comme je l'ai dit, la fonction de corridor biologique, d'épuration de l'eau, ralentissement et aplanissement des courbes de crue, protection contre l'érosion. Alors, dans le cadre de mon projet, j'ai comparé des ouvrages uniquement végétaux, des ouvrages avec un peu d'enrochement, une quantité un peu plus importante d'enrochement, et puis des enrochements purs. Et puis, j'ai construit un gradient de naturalité des ouvrages, si on veut, que j'ai complété avec des berges naturelles. Et puis, je me suis intéressé à ces ouvrages dans toutes les basses terres du Saint-Laurent. Et puis, ce que j'ai pu montrer, si on se rappelle un petit peu de la Field of Dream hypothesis de tout à l'heure, c'est qu'on avait un retour d'un grand nombre d'espèces sur les berges aménagées avec des techniques végétales, et notamment un grand nombre d'espèces indigènes et d'espèces hydrocores, donc dispersées par l'eau. Et puis également, en ce qui a trait à la LCBD, c'est un indice de variabilité des communautés végétales entre elles. Ce qu'on pouvait voir, c'est que dans les berges aménagées avec des techniques végétales, on avait un peu moins de variation en termes d'espèces entre les ouvrages. On avait une certaine banalisation de la flore, ce qui n'est pas étonnant, puisque en fait, quand on construit un ouvrage végétal, on va avoir les mêmes conditions dans tous les ouvrages, c'est-à-dire des végétaux arbustifs denses, et puis ça va limiter un petit peu la colonisation en termes de nombre d'espèces. Et puis ce que j'ai pu montrer aussi, c'est qu'on avait, avec le temps, depuis la construction, un retour d'espèces forestières, d'espèces tolérantes à l'ombre, et puis d'espèces typiques des milieux riverains naturels, que ce soit l'aulne, l'orme d'Amérique également, le noisetier, voilà, le pigamon pubescent, le noclé, etc. Je vous parle également de quelques autres études qui ont été réalisées sur d'autres compartiments, ici le macrobinthos, où on pouvait voir que le long d'un gradient de naturalité des ouvrages, on avait une augmentation du nombre d'espèces en micro-invertébrés et en macro-invertébrés. Et puis pour ce qui est de la faune piscicole, je vous parlais tantôt de l'exemple du ruisseau Quilliam, mais ça a été prouvé aux États-Unis par une étude qui montrait que plus on avait de micro-habitats sur notre berge avec
des végétaux, et puis plus on avait d'espèces et d'individus par mètre carré. Donc c'est très important, et peu importe le compartiment qu'on regardait, que ce soit des adultes ou des juvéniles. Alors pour terminer rapidement, je vais vous parler de quelques obstacles et puis quelques pistes de développement en ce qui a trait aux techniques végétales au Québec. Alors, ce que j'ai appelé les inconnus dans l'équation québécoise, eh ben, c'est le comportement des berges dont on ne connaît pas forcément les conséquences sur la stabilité et puis sur l'aménagement riverain. Si on reprend le schéma de tout à l'heure, il y a un processus dont on ne connaît pas vraiment les influences sur les techniques végétales, c'est l'effet des glaces, c'est des embâcles. Et puis la deuxième inconnue, selon moi, c'est la présence de couches d'argile, notamment dans les basses terres du Saint-Laurent, puisqu'on sait que généralement les végétaux ne vont pas tracer leurs racines et vont presque quasi systématiquement éviter les couches argileuses lorsqu'ils se développent. Donc ça serait quelque chose à développer. Et puis, ça c'est plutôt en termes de développement. On assiste depuis quelques années, notamment grâce aux travaux de l'hydrogéomorphologue Pascal Biron à l'Université Concordia, on assiste à un changement de paradigme dans la gestion des cours d'eau, où en fait on va considérer un espace de liberté qui est composé de l'espace de mobilité du cours d'eau, de son espace d'inondabilité et des annexes hydrauliques, donc les bras morts, les milieux humides riverains, etc. En fait, ce qu'on prend de plus en plus en compte dans la gestion des cours d'eau, c'est que une rivière, ça migre et ça déborde. Et c'est important aussi pour la gestion des milieux riverains. Et puis, quelques freins, si je puis m'exprimer ainsi, à son utilisation. Ça serait d'abord peut-être une terminologie un peu ambiguë, notamment, je vous montre un exemple de ce qu'on appelle la stabilisation végétalisée, où en fait, voilà, l'enrochement a été développé bien au-delà de la ligne des hautes eaux, avec finalement les végétaux ne remplissent pas vraiment la fonction de stabilisation des berges. Et puis on voit qu'il n'y a pas vraiment de végétalisation en tant que telle du pied de berge. Alors, peut-être que, comme je le disais en introduction, le terme de stabilisation végétalisée, on peut faire l'amalgame avec enrochement végétalisé. Alors, je proposerais peut-être, si on ne doit pas parler, si on doit éviter le terme génie végétal, peut-être de parler de stabilisation végétale, qui me paraît être un petit peu plus précis et adapté. Un deuxième frein, ça serait peut-être l'utilisation actuelle qu'on fait de la ligne des hautes eaux, où les ouvrages, les techniques végétales doivent être implantés en dessous de la ligne des hautes eaux. C'est primordial pour protéger le pied de berge contre l'érosion et puis également pour assurer une bonne reprise de l'ouvrage dans son entier et puis assurer une cohésion de l'ouvrage. Alors, voilà, ça serait peut-être quelque chose à développer également. Utiliser uniquement la ligne des hautes eaux pour calculer la distance, par exemple, aux constructions, et non pas pour les aménagements de techniques végétales en berge. Et puis finalement, lié à mon deuxième point, le troisième, ça serait justement une réticence générale à l'empiètement dans le cours d'eau, alors qu'on a prouvé que mettre des végétaux dans le pied de berge, c'est très bénéfique à la faune piscicole et benthique. Et puis également, il y a quelques travaux qui montrent que la présence de gros débris ligneux dans le cours d'eau, c'est favorable à l'hydrogéomorphologie du cours d'eau. Alors rapidement, en conclusion, si vous avez, je pense que je vous ai fait un assez bel exposé de ce qu'est les techniques de génie végétal pour stabiliser et restaurer la végétation des berges. Alors je vous ai fait un petit travail de réflexion sur quels sont les avantages des techniques végétales. D'abord, c'est qu'il va y avoir une augmentation de l'efficacité avec le temps, une certaine plasticité de l'ouvrage et une adaptation aux contraintes, une auto-épuration du cours d'eau, une restauration de la biodiversité, et puis aussi un potentiel en termes paysagers. Et puis, s'il y a quelques inconvénients à retenir, ça serait par exemple que ce sont des ouvrages vivants qui sont moins faciles à quantifier et à dimensionner, et puis également une certaine sensibilité à la maladie, aux sécheresses, etc. Une nécessité d'intervenir, de suivi et d'entretien aussi. Et puis, voilà, il y a cet empiètement sous la ligne des hautes eaux qui peut être problématique. Et puis aussi, si on a la présence de maçonnerie avec les racines, ça peut parfois poser problème. Et voilà, pour terminer, quelques références, quelques ouvrages.
notamment celui qui a été publié par anciennement Alcan Aluminium, qui est très bon, où on a une très bonne description des techniques. Je vous conseille d'aller voir sur le site de la ville de Calgary, où ils ont terminé un grand projet sur la rivière Bow à Calgary, avec des techniques végétales. C'est fabuleux, il y a plein de plans, plein de dessins. Des guides aux États-Unis, le guide de Lewis de 2000, et puis la Bible des techniques végétales, le Gray et Sautir. Et puis voilà, en France, on a aussi pour la littérature francophone, quelques ouvrages. Donc celui-là qui est une référence, un ouvrage en milieu montagnard. Voilà, des ouvrages autrichiens, allemands et italiens qui sont très bons. Et je vous remercie, j'ai un peu débordé et puis je suis prêt à prendre quelques questions s'il y en a. Bon, ben, merci beaucoup, Maxime. Non, ça va. Dans le temps, on est très bon. On a du temps pour Ok, des je questions. m'excuse pour la petite alarme, je ne sais pas pourquoi ça s'est déclenché. Ta conférence, tu étais en feu, là. C'est ça qui c'était pour ça, là. Bravo. Bon, pour les questions, Maxime, moi j'ai fait un petit, j'ai essayé de répertorier les questions. Il y a plusieurs questions sur le choix des espèces. Entre autres, le sol, il a besoin de beaucoup de soleil. Est-ce qu'il y aurait des espèces qui pourraient être utilisées dans des endroits qui sont plus ombragés? Ben, oui, d'abord, il y a certaines, c'est vrai que la plupart des espèces de saules arbustifs sont plus adaptées au milieu ensoleillé. Euh, on a, on a des très bons résultats avec le cornouiller stolonifère. En fait, on a la chance au Québec et en Amérique du Nord d'avoir cette espèce qui nous permet de diversifier un peu les espèces à utiliser. Au lieu d'utiliser du monotaxon avec le saule, on peut utiliser en milieu ombragé le cornouiller stolonifère. Il a des capacités de bouturage qui sont légèrement moindres, mais il performe beaucoup mieux en milieu ombragé. Il faut aussi savoir, je n'ai pas eu le temps d'en parler dans la présentation, que dans l'Ouest canadien, notamment justement en Alberta, ils utilisent beaucoup le peuplier baumier dans les ouvrages. Voilà, son utilisation peut se discuter puisque c'est quand même une espèce qui va grandir, qui va grandir beaucoup et puis qui peut. Les grandes espèces ligneuses ne sont pas forcément désirables au bord des cours d'eau, justement pour l'effet levier dont j'ai parlé tout à l'heure. OK. Et on a des questions aussi, je pense qu'il y a 2 ou même 3 questions sur les eaux saumâtres ou en bordure des endroits un peu plus maritimes où il y a de la salinité. Est-ce que là, les techniques là, de stabilisation par les plantes peuvent être utilisées? Alors, il y a quelques ouvrages que je connais qui ont été réalisés au bord du Saint-Laurent. D'ailleurs, il y a un webinaire la semaine prochaine donné par l'Association des deux rives. Ça doit être le 24 mars, je crois, où il y a une présentation de Gabriel Charbonneau, qui est un entrepreneur en stabilisation végétale et qui présente quelques cas au bord du Saint-Laurent. Donc, c'est plus difficile. C'est plus difficile à cause des marées, c'est plus difficile à cause justement de l'eau saumâtre, mais il y a quand même des bons résultats avec les mêmes espèces. Pour protéger contre le bâtillage, j'ai vu également le battage mécanique de pieux vivants, donc directement dans le lit du cours d'eau pour faire une barrière un peu avant. Donc ça, c'est très intéressant. OK. Il y a, ben, évidemment, tu as mentionné l'effet de la diversité, mais l'effet que tu as parlé, c'est surtout une diversité où les plantes, de façon naturelle, vont s'établir dans un ouvrage végétalisé avec du sol. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer ou de faciliter la diversité, soit en utilisant plusieurs espèces de sol ou en végétalisant avec de la terre d'autres espèces? Ou comment on peut aider la diversité à revenir là, sur la berge? Je m'excuse, il y a encore mon détecteur de fumée. Je regrette, là, pour tout le monde, je ne pense pas qu'on va pouvoir aller à toutes les questions. Je vais essayer d'y aller le plus possible. Il y a aussi des gens, je m'aperçois, qui demandent là, si la présentation va être disponible. Alors, je vous rappelle, comme j'ai dit au début, que la présentation de Maxime est en ce moment enregistrée et que cette présentation-là va être disponible
sur le site web de la SQP, mais pour les membres seulement. Donc, vous allez pouvoir retourner et revoir la présentation. Maintenant, il y a pas on ne remet pas la présentation PowerPoint disponible, mais vous pouvez revoir la présentation à partir de notre site web. Alors oui, Maxime, concernant la Oui, diversité. et puis j'invite les gens aussi, pour te compléter, Jacques, à me contacter s'ils ont des questions. Je suis très ouvert voilà, à répondre à des questions relatives aux techniques végétales. Alors là, pour répondre, ben, évidemment, c'est vraiment mon champ d'expertise, la biodiversité. Donc, je vais essayer d'être court et concis. Oui, il y a beaucoup de possibilités. D'abord, justement en évitant cet effet mur, en utilisant des différentes espèces de saules. Et simplement ça, par exemple, mixer du saule discolore, du saule de l'intérieur, du saule à tête laineuse. Et puis, en fait, voilà, après, l'élément limitant, c'est la disponibilité en pépinière, parce que j'ai identifié dans mon doctorat 25 espèces de saules adaptées au milieu humide et indigène. Alors, le saule, par exemple, le saule pétiolé, Salix pétiolaris, Salix sericima, Salix lucida, Salix baebiana, évidemment, qui ont tous un peu des préférences écologiques différentes en termes d'ensoleillement et de degré de saturation du sol en eau. Donc, bon, pour en revenir aux trois principales, discolore, tête laineuse et intérieure, mixer ces trois espèces dans un ouvrage, ça va permettre d'avoir des architectures un petit peu différentes dans l'ouvrage. Et puis, on va pouvoir permettre à une flore plus diversifiée de s'installer. Et puis, je compléterai avec une chose, c'est l'ensemencement. L'ensemencement, c'est très, très important dans les ouvrages. Il faut ensemencer dès la construction. C'est mieux de pas trop compter sur la recolonisation spontanée. On s'expose à la colonisation par des espèces exotiques envahissantes, notamment la balsamine de l'Himalaya ou la renouée du Japon, même si on a prouvé que les techniques végétales permettent justement de lutter contre les espèces envahissantes. Donc, encore un gros avantage là par rapport aux enrochements. Et puis, c'est ça, dans l'ensemencement, les 4 espèces qui sont utilisées, c'est le mélange, ce qu'on appelle le mélange MTQ, le mélange recommandé par le ministère des Transports. C'est voilà, fétuque rouge, l'olium, le grairas, l'ivraie commune et puis le paturin des prés. Le problème, c'est que ce que je me suis aperçu, il y a uniquement la fétuque rouge avec ses racines traçantes qui dominent la berge. Et en fait, là aussi, on va avoir des hautes berges ensemencées uniquement dominées par ces espèces. Alors moi, ce que je conseille, c'est d'incorporer des mélanges avec des espèces mellifères, des espèces, des fabacées pour la fixatrice d'azote. Voilà, et puis regarder un petit peu les milieux qu'il y a autour, s'adapter, prendre voilà, de l'eupatoire. C'est ça, copier un peu ce qu'on trouve dans les milieux naturels avoisinants. OK. Je sais aussi que Québec vert a publié une liste là, de plantes pour la revégétalisation des Tout à fait. berges, mais quand j'imagine les problèmes d'érosion ne sont pas trop, évidemment, aigus. Une dernière question, Maxime. Les coûts d'une réalisation des ouvrages, si on les compare à l'enrochement, comment ça se compare grossièrement? Oui. Alors, je ne connais pas, à ma connaissance, il n'existe pas d'études nord-américaines, ce qui est très dommageable en ce qui est pour la comparaison des coûts entre les ouvrages, les ouvrages végétaux et puis les ouvrages plus de génie civil. Alors, j'ai mis la main sur quelques études qui sont donc réalisées en Europe, donc qui sont réalisées en francs suisses et en euros, où on montrait que toutes les techniques de génie végétal ou toutes les techniques végétales coûtent moins cher que les enrochements. Je suis catégorique là-dessus, mis à part pour les caissons végétalisés qui demandent quand même plus de technicité et de main-d'œuvre, où là, on a un coût à peu près similaire ou un peu supérieur aux enrochements. Mais c'est ça, si on a un peu la maîtrise des techniques, et l'expertise, ça coûte toujours moins cher. OK. Merci beaucoup, Maxime. Je m'excuse pour les autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Alors, merci pour cette intéressante conférence. J'espère, chers participants, que ça vous a plu autant qu'à moi. Et comme d'habitude, vous devriez recevoir une invitation
à répondre à un sondage là, concernant le webinaire d'aujourd'hui. Puis je vous invite à y répondre là, afin de nous aider à améliorer l'organisation de nos activités. Puis je vous invite aussi, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas déjà, à devenir membre de la SQP. En tant que membre, bien, vous allez pouvoir assister à notre colloque annuel. Vous avez un accès à différentes publications scientifiques et professionnelles, incluant un bottin des entreprises qui travaillent dans le secteur des phytotechnologies. Vous avez aussi évidemment un accès exclusif aux présentations passées de nos colloques et de nos webinaires. Puis, en même temps, l'argent de votre cotisation, ça aide la Société québécoise de phytotechnologie à remplir sa mission, c'est-à-dire à organiser des activités comme les webinaires gratuits, comme des sorties virtuelles et comme des véritables sorties qu'on va avoir menées, à produire des fiches techniques qui font la promotion des phytotechnologies. Ça nous permet de maintenir notre site web, produire nos infolettes, nous maintenir sur les réseaux sociaux, puis évidemment, à faire la promotion des phytotechnologies, donc à mettre plus de verdure dans nos villes, améliorer l'eau, améliorer l'air, réduire les îlots de chaleur, etc. Alors, comme je disais au début de session, notre prochain événement, c'est notre colloque annuel. Après ça, en juin, on va avoir une visite virtuelle.